La Cour. L'audience est ouverte. Faut rire les mamies qui se recoiffent avec leur téléphone. On n'entend pas. Huissier fait entrer l'accusé. Ah. Mais où ah. On se lève pour l'accueillir ou ça? Vous avez bien un cher client. Messieurs, pour le bon respect des usages, vous voudrez bien rester levé quand la Cour vous parle, monsieur. Veuillez décliner vos noms et prénoms. Hercule Savinien Cyrano, de Bergerac. Vos dates et lieux de naissance. Monsieur le Président, au risque de déplaire, j'ai vu le jour 2 fois. Une fois la première en 1619, et 2 siècles plus tard, Rostand m'a amené sur les grands boulevards. Théâtre Saint-Martin, gloire et reconnaissance. Voilà pourquoi je dis que j'ai eu 2 naissances. Votre profession? Philosophe, monsieur, bretteur, et physicien. Poète, quelquefois, pas toujours pour mon bien. Votre domicile? Pour me localiser, vous aurez bien du mal. Il vous faudra fouiller l'espace sidéral. Je voyage beaucoup dans mon imaginaire, de la Lune au Soleil, du Soleil à la Terre. Vous avez choisi de ne pas désigner d'avocat. Souhaitez-vous revenir sur votre décision? Non, merci. On dit de moi que j'ai l'art de la répartie. Mais pourtant, aujourd'hui, je quitte la partie. Je ne répondrai pas devant ce tribunal, car de toute ma vie, je n'ai rien fait de mal. Je me suis de tout temps opposé au mensonge. Or, ce faux vrai procès voudrait donner le change. Vous qui voulez juger, qui donc vous jugera? Vous voulez condamner, qui vous condamnera? Depuis que je suis né, je combats jamais la justice. Comment espérez-vous qu'avec vous je pactise? Je hais les compromis, je hais les préjugés. Et puisqu'en cette audience, je suis déjà jugé, n'attendez pas de moi la moindre complaisance. Ma cause est à jamais entendue par avance. Je ne répondrai plus à toutes vos questions. Prenez qui vous voulez pour vos accusations. Je ne présenterai pas la moindre défense, pas d'avocat menteur, quelle que soit la sentence. À cette parodie sans abâge, je dis non. Merci. À cette parodie sans abâge, je dis non. Merci. C'est votre choix. La Cour vous a entendu et, compte tenu de votre décision d'observer le silence au cours de ces débats, la Cour estime cependant nécessaire que vous soyez représenté par un avocat. Vu la diversité des faits qui vous sont reprochés, la Cour en a commis 3 d'office, tous lauréats de la conférence du barreau de Marseille, messieurs Maître Pierre Le Belair, Madame Laurence Kachimov et Maître Anthony Zamatian. Les parties civiles seront représentées par 3 de leurs confrères, également lauréats de la conférence du jeune barreau, Maître David Layani, pour messieurs Barreau et Montfleury, Maître Caroline Casanci pour Madame Madeleine Robin, dite Roxane, et Maître Marie Duhaut pour messieurs de Guiche et de Velvert. Par ailleurs, la Chancellerie nous a accordé 2 dérogations exceptionnelles. La première, celle de ne pas tenir compte du sacro-saint principe de non-rétroactivité de la loi pénale, et la seconde, celle d'être autorisé à remplacer le jury composé habituellement de 6 personnes
par l'ensemble de l'assistance ici présente. À l'issue de l'audience, la Cour vous posera donc un certain nombre de questions. Pour répondre coupable, vous lèverez la fiche rouge que vous avez trouvée sur votre siège. Pour répondre acquitté, vous lèverez la fiche verte qui était également sur votre siège. Naturellement, il y aura 8 questions. À certaines, vous pourrez répondre par la culpabilité, à d'autres par l'acquittement. Et le décompte sera effectué par maître René Bachineau, huissier de justice ici présent, qui a tout à l'heure fait entrer l'accusé. Monsieur de Bergerac, selon le renvoi devant cette cour, vous êtes accusé des faits suivants. Vous êtes tout d'abord poursuivi pour avoir, au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, dans un temps non couvert par la prescription, enfreint l'édit du cardinal de Richelieu du 16 juin 1626, prohibant la pratique du duel. Du fait de ce duel, il vous est également reproché d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne du vicomte de Valvert, crime prévu et réprimé aux articles 221.1 et suivants du Code pénal. À la fin de l'envoi, vous avez effectivement touché monsieur de Valvert. Les ayants droit du vicomte de Valvert ici seront constitués partie civile. D'avoir, toujours au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, dans un temps non couvert par la prescription, injurié publiquement monsieur Balthazar Barrault, auteur de l'œuvre dramatique La Chlorise, en disant, je cite, « Ces vers valant moins que zéro, j'interromps sans remords ». Dans le même temps, vous avez également injurié M. Montfleury, d'une part en lui interdisant de se produire sur scène, en criant « Je veux voir le théâtre guéri de cette fluxion » et en le traitant notamment de mortadelle d'Italie. Messieurs Barrault et Montfleury seront également partie civile. D'avoir, lors du siège d'Arras et dans un temps non couvert par la prescription, atteint à la réputation du comte de Guiche en l'humiliant devant ses soldats, lorsque vous êtes retourné sur le champ de bataille, ramasser l'écharpe blanche qui disait son grade dans l'armée et qu'il avait volontairement laissé tomber. Vous lui avez lancé publiquement « On n'abdique pas l'honneur d'être une cible ». Ceci constitue une injure réprimée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. D'avoir mis en péril la sécurité de son régiment des cadets de Gascogne en franchissant 2 fois par jour les lignes espagnoles pour expédier des lettres destinées à Madame Magdeleine Robin, dite Roxane. Pour ces faits, vous êtes accusé d'intelligence avec l'ennemi, crime prévu et réprimé par les articles 411.4 et suivants du Code pénal. D'avoir, dans un temps non couvert par la prescription, il vous est reproché d'avoir circonvenu M. Christian de Neuvillette en lui proposant d'écrire vous-même les lettres d'amour à Madame Magdeleine Robin, dite Roxane, fait constitutif du délit de faux en écriture relevant de l'article 441.1 du Code pénal. D'avoir conduit par votre emprise psychologique M. de Neuvillette à sacrifier sa vie en se suicidant au siège d'Arras où vous combattiez les Espagnols à ses côtés. Cette infraction prévue et réprimée par l'article 223.13 du Code pénal. Enfin, d'avoir, par ces lettres dites d'amour, exercé sur Madeleine Robin, dite Roxane, une emprise psychologique qui l'a conduite à mettre sa sécurité en danger en s'exposant au feu ennemi pour rejoindre à Arras celui qu'elle croyait être l'auteur de ces lettres enflammées et à cause desquelles, en effet, elle s'est elle-même enflammée. D'avoir laissé Madame Madeleine Robin, dite Roxane, dans l'ignorance de la vérité pendant plus de 15 ans, ce qui a déterminé toute sa vie, depuis son mariage avec M. de Neuvillette, homme qu'elle épousa voyant en lui un être raffiné, sachant parler d'amour comme personne, jusqu'à son entrée au couvent pour y vivre son veuvage. Et enfin, alors que Madame Madeleine Robin, dans son couvent, avait appris à vivre avec son chagrin M. de Bergerac, vous avez fini de détruire psychologiquement celle que vous prétendiez aimer en lui révélant que vous étiez l'auteur véritable des lettres d'amour. Cette manipulation mentale relève de l'article 223.15.2 du Code pénal. Madame Madeleine Robin, dite Roxane, s'est constituée partie civile devant notre cour et sera représentée par maître Caroline Casanti. Avant d'écouter les parties civiles, Monsieur de Bergerac, avez-vous quelque chose à déclarer? Non, merci.
La parole est à la partie civile, représentant les intérêts de M. Zachary Jacob, dit Montfleury, et de M. Balthazar Barrault, Maître David Layani. Que feriez-vous, vous? Que feriez-vous, vous, si vous aviez un gros nez, de l'insolence et une sensation d'impunité? Vous iriez? Vous iriez faire taire Charlie? Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Vous qui avez pensé, écrit, hurlé « Je suis Charlie », si vous aviez un gros nez, de l'insolence, une sensation d'impunité, choisiriez-vous de ne plus être Charlie? Cyrano, je m'adresse à vous, Cyrano. Transporté à notre époque, comprenez-vous enfin l'ampleur de votre acte? Il ne s'agit pas seulement d'injures en public. Vous avez tenté de tuer la liberté. Mesdames et messieurs, cet individu devant vous interrompt brutalement une représentation théâtrale, menace, ridiculise, injurie l'acteur Montfleury et l'auteur Barrault. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne les aime pas. Pensez-vous qu'il ne fait qu'exprimer sa liberté en agissant ainsi? L'expression de la liberté aurait été d'attendre la fin de la pièce, puis de critiquer la pièce. Mais Cyrano n'est pas un homme libre au sens noble et démocratique du terme, puisque sa liberté n'existe qu'en enterrant celle des autres. Pouvez-vous admirer un tel homme? Mais je m'interroge. Cette pièce de théâtre était-elle si mauvaise pour qu'on l'interrompe de la sorte? Pire que ça. Cette pièce était atroce, terriblement navrante, mal jouée. Montfleury était ridicule, gras. Pas que physiquement, gras dans son verbe, gras dans son phrasé, gras dans son ton, gras dans son âme. Croyez-moi, vous préféreriez regarder 10 épisodes des Marseillais plutôt que de subir une seule minute de cet affligeant spectacle. Et alors? Cela justifie-t-il le comportement de Cyrano? En agissant ainsi, Cyrano tente d'ôter au monde le mauvais. Vous pensez que c'est bien? Qu'adviendrait-il du bon si l'on supprimait le mauvais? Comment pourrait-on aujourd'hui reconnaître le chef-d'œuvre Forrest Gump si nous n'avions pas les Bronzés 3? Comment prendre la mesure du talent de Florence Foresti si nous n'avions pas Anne Roumanoff? Comment apprécier l'anonymat si nous n'avions pas Loana? Comment apprécier la paternité si nous n'avions pas les époux Courgeot? Comment apprécier le barreau de Marseille si nous n'avions pas le barreau d'Aix-en-Provence? Finalement, comment apprécier le meilleur si nous n'avions pas le pire? La santé sans la maladie? La vie sans la mort? En voulant tuer le pire, Cyrano, vous tuez le meilleur. Et vous vous rendez coupable de tuer l'émerveillement, l'étonnement, la consolation, l'éblouissement, la fascination, le bonheur. Mesdames et messieurs, si l'injure en public d'une personne que vous détesteriez certainement, vous aussi, ne vous émeut pas, je vous en conjure, révoltez-vous. Révoltez-vous contre le symbole de cet acte et condamnez. Condamnez celui qui a osé vous voler votre bonheur. Ne soyez pas crédules. Cyrano est habile, ses avocats aussi. Ils tenteront de vous leurrer,
Et pour ça, ils savent faire. Ils vont jouer sur la corde sensible. Ils vous convaincront de l'aimer. Ils vous convaincront d'aimer Cyrano en vous disant qu'il est comme vous, qu'il vous ressemble. Ils vous diront que vous êtes Cyrano. Mais comment rester Charlie lorsque l'on choisit de devenir Cyrano? Cyrano, c'est celui qui menace pour faire taire. Charlie, c'est celui qui provoque pour faire réagir. L'un tue la parole, l'autre la réveille. L'un est un criminel, l'autre la liberté. On vous dira que Montfleury aurait dû continuer à jouer, qu'il aurait alors exprimé sa liberté face à Cyrano. Ce groupe de rock, au Bataclan, ont-ils continué de jouer leur musique? Que ce soit par une mitraillette ou par une épée, le dénouement est le même. Si vous pensez une seule seconde que Cyrano est un homme libre, alors ça voudra dire qu'en face, ils ont gagné. Et vous serez alors comme cette jeune pucelle à qui l'on fait croire pour la séduire qu'elle est unique, crédule et naïf. Et personne ne vous dictera ce qu'il faut penser, qui il faut aimer. Et même Cyrano armé de son épée, même ses avocats armés de leur robustesse, n'y pourront rien. Ne dit-on pas qu'il faut tirer le meilleur du pire? Le meilleur de ce pire, c'est certainement cette seconde chance laissée à Cyrano. Cette seconde chance d'accepter le pire d'une condamnation pour enfin trouver le meilleur de la rédemption. Merci maître. La parole est à la partie civile représentant les intérêts du duc Antoine de Guiche et de la famille du vicomte de Valvert, maître Marie Duhaut. De quel droit Monsieur Cyrano de Bergerac, dit Cyrano, pratique le monologue diffamant et insultant, allant jusqu'à employer le mot sot? Ce n'est pas parce qu'on a de la verve qu'il faut en être calomnieux. Ces diatribes ne sont que diffamation, outrage à personnalité publique, aussi destructrice que l'acide sulfarsaigneux. Chercher à tout prix à se mettre en avant et aller à la querelle devant son public et surtout devant la plus belle. Alors que l'on brise tout, une femme, des vies, mettre tout le monde à genoux. Quel égocentrisme, focalisé sur son cœur et son nez. Et peu importe à Cyrano que tout se soit piégé. Le vicomte de Valvert a été souillé et tué. Quant au comte de Guiche, Cyrano ne l'a jamais respecté et l'a déshonoré. Le comte de Guiche est pourtant plus gradé, mais Cyrano, jouant avec l'écharpe blanche du comte, bafoue l'autorité. Il snobe la loi sur le statut des fonctionnaires et la jurisprudence lorgneur. Il n'a que faire de la hiérarchie, du statut militaire et des seigneurs. Il traverse les lignes ennemies 2 fois par jour, au risque de faire éclater le conflit au grand jour. Des risques, oh oui, il en prend. Or, il met en péril la sécurité de tout le régiment. Il cause un trouble à l'ordre public, de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il a probablement pactisé avec l'ennemi, et certainement, il a fait fi de l'intérêt de la patrie. De même, il commet une infraction à la législation interdisant les duels. Pour Cyrano, ne pas respecter l'édit de Richelieu est sans doute un rituel. Il a commis un homicide volontaire, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce qu'il est susceptible et n'accepte pas la critique, cet homme pétulant. À cela,
s'ajoute l'atteinte à la réputation du comte et du vicomte, la dégradation de l'image de personnes de haut rang, le déshonneur, la honte. Cyrano vole la vedette au comte de Guiche, qui aurait pourtant dû être le héros de la pièce, le fétiche. Le comte propose pourtant à Cyrano de jouer devant Richelieu pour l'élever dans la société. Il fait de son mieux. Mais Cyrano est trop fier. Et railler le comte, lui parler de la lune, c'est ça qu'il préfère. De Guiche a pourtant une grande âme, prêt à tout pour affronter les Espagnols et protéger une dame. Il dit « Je reste et je ne quitte pas une femme en danger ». C'est son courage et ses actes de bravoure qui font sa renommée. Enfin, parlons de l'amour du comte pour Roxane la Belle. Il lui aurait donné du concret, pas des consonnes et des voyelles. Il l'adorait et lui aurait offert une place au sein de la société. Pour De Guiche, Roxane était la volupté incarnée. Mais tout cela, Cyrano l'a brisé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, De Guiche est à jamais déchiré. Merci, Maître. La parole est à la partie civile représentant les intérêts de Madame Madeleine Robin, dite Roxane. Maître Caroline Casanci, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. 20 ans. Elle a 20 ans, Roxane. Aujourd'hui, hier, demain, 20 ans. C'est une amoureuse. Et notre Roxane est une amoureuse de 20 ans, comme on en rencontre tant. Elle trouve Christian si beau, et elle rêve surtout qu'il lui parle d'amour avec l'esprit. L'histoire aurait pu être courte, mesdames et messieurs. Quelques mots de Christian, la magie qui retombe, et la jeune amoureuse aurait trouvé un nouvel élan, un nouvel élu, et l'amoureux est conduit, une nouvelle précieuse. Mais voilà que le destin de la jeune Roxane va se trouver pris au piège dans le jeu d'un homme. Christian se trouve trop bête, Cyrano se trouve trop laid. Et voilà que dans l'esprit pervers et torturé de M. de Bergerac va naître une manipulation que l'on tente de faire passer depuis des décennies pour la quintessence du romantisme, du sacrifice, de l'abnégation amoureuse. Et d'ailleurs, la partie civile, ici la combat, et la partie adverse, va s'employer à vous expliquer tout l'amour débordant de M. de Bergerac, tout le sacrifice. Mais nous prend-on pour des idiots ? Au même titre que l'on a estimé Roxane suffisamment sotte pour être privée de libre arbitre et n'être qu'un simple objet de désir dénué de raison, une belle marionnette, un trophée en somme. Mais quel sacrifice de la part de Cyrano, quel sacrifice incroyable, éviter à Roxane la précieuse d'avoir à faire un choix si compliqué, mesdames et messieurs, entre le beau et le laid. Le destin de Roxane vient d'être scellé, malgré elle. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir indemne. Dès lors que Cyrano ne lui laissera aucun répit, là maintenant, sans cesse sous son emprise, en maîtrisant chaque étape, chaque élément de son mensonge. Mais le drame, la grande tristesse de cette histoire, c'est que les paroles de Cyrano vont faire naître chez Roxane un amour si sincère qu'elle connaît chacune des lettres par cœur. Roxane a 20 ans. Elle est sans filtre, sans artifice. Elle ne ment pas, ne se cache pas. Et Roxane tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse du haut de ses 20 ans, des mots de Cyrano, si follement qu'avec toute la ferveur de ses 20 ans, elle épouse Christian sur une imposture.
avant son départ pour le siège d'Arras. Mais de quel romantisme tente-t-on de nous convaincre? Quel amour y a-t-il à pousser une femme à épouser un homme sur la base d'une imposture? Que l'on cesse de nous parler d'amour et de sacrifice là où il n'y a que lâcheté. Car quel amour peut-on encore aujourd'hui défendre pour Cyrano alors qu'il n'a pas cru une seconde, Roxane, d'aimer autre chose qu'un physique agréable? Et pourtant, quel triste paradoxe. Roxane épouse des paroles, monsieur, plus qu'un physique, jusqu'à avouer à Christian, et je la cite. La beauté, par quoi d'abord tu me plus, maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Même laid, elle l'aurait aimée. Si seulement il avait vu en elle autre chose qu'une précieuse écervelée. Si seulement vous aviez vu en elle, monsieur de Bergerac, autre chose que le triomphe de votre propre gloire, de votre manipulation perverse, qui n'a eu pour seul but que de satisfaire votre ego torturé. Parce qu'il en fallait de la perversion pour maintenir Roxane, mais aussi Christian dans vos délires. Il a dû en falloir de la manipulation pour maintenir Roxane sous votre emprise malsaine. Mais quelle chance avait-elle de lui échapper? Comment aurait-elle pu? Tandis qu'il ne lui a laissé aucun répit, allant jusqu'à lui écrire jusqu'à 2 lettres par jour. Mais surtout, il en fallait de la perversion, encore et toujours de la manipulation, pour laisser Roxane se retirer à 20 ans, jeune mariée, déjà veuve dans un couvent, 20 ans, et ce pendant 15 ans, mesdames et messieurs. Voici le prix qu'a payé Roxane pour son imposture. Où est l'amour, Cyrano, lorsqu'on laisse une jeune fille de 20 ans dans la douleur, le mensonge et le deuil 15 années durant? Où était alors le courage? Où était alors le panache? Où était alors la bravoure? L'infraction est évidemment constituée. Le faux et l'usage de faux, il le reconnaît. Comment ne pas le condamner? Et la manipulation, elle vous est démontrée, mesdames et messieurs, dès lors que M. de Bergerac n'aura laissé aucune chance à sa victime, la maintenant jusqu'au bout sur son emprise. Mais ce n'est pas fini. Il ne s'agirait pas d'oublier que la cruauté de M. de Bergerac s'arrête à laisser Roxane se faner doucement dans un couvent, seule dans un mensonge qui la dépasse. Non. Alors qu'elle a enfin trouvé la paix, voilà qu'il décide 15 ans plus tard de se dévoiler. Mais pas par amour, je vous rassure. Si Cyrano se dévoile, c'est qu'il souhaite purement et simplement que la gloire de ses mots lui soit restituée. D'ailleurs, il suffit de reprendre le dernier échange entre Roxane et Cyrano. Tandis que lui se meurt, Roxane lui dit tout son amour avec une souffrance déchirante. Je n'ai aimé qu'un seul être et je le perds 2 fois. Voilà le prix que paye Roxane pour un aveu inutile. La perpétuité, mesdames et messieurs, dans la souffrance. Voilà en retour, à l'inverse, les derniers mots de Cyrano. Loin d'être tournés vers Roxane, ils sont à l'évidence tournés vers lui-même. Je le cite. « Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte ce soir. Quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. » J'ai envie de répondre, moi, moi, moi et encore moi. Cyrano ne se nourrit que de lui-même. Les autres ne sont que des instruments. Pauvre petite Roxane. Pauvre Roxane pour laquelle aujourd'hui vous avez un pouvoir, celui de réparer l'injustice. Pauvre petite Roxane, pauvre petite marionnette impuissante, qui en définitive n'aura jamais pu maîtriser son destin.
Merci maître. La Cour vous a, comme avec vos confrères, écouté avec attention. Madame l'avocat général, la parole est à l'accusation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, les faits qui sont reprochés ne sont pas des infractions vénielles. Monsieur de Bergerac, vous êtes passible de 30 ans de réclusion criminelle pour homicide avec préméditation. Vous êtes passible de 15 ans pour coups et blessures volontaires. Vous êtes passible de faits graves, reconnu le duel, répété les faux. Et mon réquisitoire sera sans concession. Alors, vous allez vous démener. Vous allez sûrement chercher à faire tout ce qu'il faut et vous allez vous nous montrer votre façon dont vous intervenez. Bien sûr, vous le devinez. Vous allez être sanctionné car vous méritez d'être condamné. Oui, vous refusez la norme, mais vous vous en vantez. Oui, vous provoquez en duel, et vous en êtes fiers. Oui, vous vous promenez sans cesse, armé d'une lame, une lame de fond, comme vous diriez pour faire le poète. Mais vous êtes un danger. Vous êtes un danger individuel, et vous êtes un danger collectif. Vous êtes un danger public. Et d'ailleurs, vous avez un jury public. Je vais citer 5 témoins. Premier témoin, votre ami Raguenaud, le pâtissier. On ne peut pas dire que ce soit un violent, il fait des douceurs. Il dit de vous, il prit en haine Montfleury et lui fit défense de reparaître sur scène. Cugy, votre ami, c'est un garçon versé dans les épées, dit-il de vous. Lebré, votre proche, on ne peut voir passer un pareil nasigère sans s'écrier « Oh non, vraiment, il exagère !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever !» Mais Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais, il le porte et pourfend quiconque le remarque. Votre ami ajoute son glaive et la moitié des ciseaux de la parque. Cela signifie ce qui tue. Vous êtes un tyran, la partie civile qui a fort bien plaidé, chacun sur le thème qui occupait ses clients qui sont vos victimes, l'a parfaitement défini, sans agressivité, avec objectivité, avec tristesse. Vous êtes un tyran, provocateur par plaisir, menaçant par goût, vous dites vous-même « Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau, si vous continuez, il va rendre sa lame. » Cyrano, vous interdisez aux artistes de jouer. Voilà la liberté dont maître David Layani a parlé, votre façon de la percevoir. Vous dites à Montfleury que vous terrorisez, vous le terrorisez. Hors de scène à l'instant. On est obligé de lui dire, c'est dans les documents du procès-verbal, Montfleury, ne craignez rien, nous sommes là. Car plusieurs personnes ont peur de vous. Montfleury appelle au secours et vous lui dites, gros, vous qui n'aimez pas les critiques, gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Vous aimez bien jouer. Que Montfleury s'en aille ou bien je le désentripaille, je le découpe comme une mortadelle. Voilà la douceur poétique de Cyrano de Bergerac. Mais il n'y a pas que Montfleury. Vous dites, et là je parle pour le public, je parle pour la collectivité, vous n'avez pas seulement Montfleury dans
dans le nez. Vous dites, si j'entends cette chanson, je vous assomme tous. Vous ajoutez à quelqu'un qui fait un signe de défendre les autres. Voulez-vous, monsieur, me prêter votre mâchoire? Et enfin, vous adressez un défi collectif. En ça, vous êtes un danger public. Et vous dites, lequel veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Vous, monsieur? Quel sera le premier duelliste que je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit et que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt? Voilà votre façon de vous adresser aux autres. Le jury appréciera. Maintenant, en travaillant ce dossier, il est apparu le mobile. Le mobile pour lequel vous avez fait mine d'improviser un duel, ce qui est interdit. Le duel est interdit. Le duel est interdit. Vous avez fait mine de provoquer Valvert par accident et de le tuer par maladresse. Mais je lis de Linière dans le procès-verbal que le comte de Guiche, épris de la cousine de Cyrano, désire la faire épouser par le vicomte de Valvert. Elle n'y a pas souscrit. De Guiche est puissant. Il faut tuer Valvert. Voilà le mobile. Voilà pourquoi vous allez choisir avec tout le goût que vous avez de défier et d'être le bretteur de service. Voilà pourquoi vous allez défier Valvert. Vous ne le faites pas sur un coup de tête, pas par hasard, pas par accident. Vous le faites avec préméditation. Vous le faites avec méthode. Vous le faites en vers. Vous le faites avec, vous avez raison, Madame la partie civile pour Roxane, vous le faites avec votre habituelle cruauté. Monsieur de Bergerac, vous êtes donc sans excuse à votre démesure, quand on se prend pour ce qu'on n'est pas et que l'on veut s'affranchir des lois, quelle que soit la séduction poétique de votre dynamique, eh bien, on n'est pas au-dessus des lois. Vous restez un danger public, sans excuse, un serial killer qui se vante de s'être battu à la Tour de Nève contre 100 spadassins. Vous ne les avez pas tous mis en déroute. Vous en avez quand même désentaprié, là, comme vous dites, quelques-uns. Ou coupés en tranches. Vous êtes sans excuse pour votre agression sur Monsieur de Valvert. Qu'a-t-il donc fait? Une insulte. Il a dit que votre nez était très long. Et pour cette injure de faciès, pour ce manque de respect, alors que vous n'êtes ni laid ni offensé, au lieu de faire un procès, finalement, comme tout un chacun qui a des droits et des obligations, eh bien, vous allez vous complaire d'abord à faire monter la pression, en lui disant, vous auriez pu, ô Dieu, dire bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez, vous lui donnez des leçons avant de le tuer. Et vous faites durer le plaisir. De quoi sert cette oblongue capsule, d'écritoire monsieur ou de boîte à ciseaux? Et vous jouez comme un chat avec une souris, un chat. Est-ce que c'est parce que vous pensez faux avec de l'abattage et de la violence que cela vous autorise à faire ce qui est interdit à tous? Mordius, non. Vous avez compris là? Non, merci. Quelle sera votre défense? Vous cherchez la compassion pour avoir été disgracié par la nature et contraint à compenser l'injustice par la tyrannie de ceux que vous méprisez? Ou par la violence? Vous cherchez quoi? L'admiration? L'admiration de votre panache? Quelle sera votre défense? Grande, j'avais un grand nez. Grande, j'ai toujours du panache. C'est ça, votre argumentaire, pour vous autoriser à violer la loi? Pardon, monsieur. Pardon. Pardon. Un peu de lucidité à défaut de modestie. Avec votre belle particule, avec votre belle allure, avec votre belle éducation, culture, force, adresse, esprit. Je regrette
Vous devriez être un modèle. Et au contraire, vous êtes un contre-exemple par rapport aux valeurs que vous feignez de prôner. Votre nez, plus grand il est vrai que la moyenne, n'absoudra pas aux infractions à la loi. On ne fait pas plus ou moins de duels suivant la longueur de son nez. Y a-t-il un code d'excuses pour longueur nasale? Je ne crois pas. Sachez une fois pour toutes qu'aucune disgrâce réelle ou ressentie ne justifie une telle vindicte. D'illustres laideurs furent des saints, et l'on dit même, on raconte, que dans l'Antiquité, une certaine reine d'Égypte eut le nez un peu long. Plus près de nous, un général, pourtant trop grand, pourvu de bien vastes oreilles et de pieds que l'on jugeait au-delà de la moyenne, libéra Paris en revenant de Londres. Quant aux troubadours, les poètes de notre siècle et du siècle dernier, que ce soit malgré leur immense dentition, de chevaline, ou comme ils le disent eux-mêmes, leur tête de chou, pour un certain Serge, rien ne les priva de séduire les plus belles femmes, les plus beaux mannequins, les Brigitte Bardot de leur époque, sans qu'ils ne se transforment pour autant en breteurs, en tueurs sans vergogne ou en faussaires. Pour courtiser les femmes, ils n'avaient pas besoin de faire des faux. C'est pourquoi nous ne pourrons pas accepter une défense justifiant votre démesure par une souffrance aussi subjective. Si, comme vous l'exprimez, une différence, un trait particulier, un handicap, je pense à Toulouse-Lautrec, une couleur de peau, quoi que ce soit de différent de son propre absolu, de sa propre intolérance, de son propre ostracisme, permet de violer la loi et autorise toutes les tueries, alors notre société, et je parle aux jurés, alors notre société est en marche vers le plus grand des chaos et se lavera comme vos offenses imaginaires dans le sang innocent. Pardon, monsieur l'artiste, de la lame, le poète de la ballade mortelle, je n'enfourcherai pas votre emphase, je n'applaudirai pas votre inventivité pour justifier la réparation de pseudo-injustices. Si vous estimez que votre nez est trop long, faites quelque chose, mais ne tuez pas les gens. Dans notre République, vous avez des droits, vous avez des devoirs, car diable, ou plutôt diantre, pardon, je veux me mettre à votre hauteur. C'est vous qui en faites des tonnes. C'est vous qui, avec l'emphase d'un prédicateur, suscitez votre propre colère pour exploser, votre nez dont vient tout le mal. Notez, greffier, je vous prie. Un aveu. Son nez d'où vient tout le mal. Après une longue diatribe, vous avez insulté votre future victime de 3 lettres qui forment le mot sot. Ce que vous lui reprochez, c'est donc bien de ne pas avoir su assez bien vous provoquer pour que vous ayez l'excuse d'assez bien le tuer. Vous êtes intolérant, vous exigez le respect, vous portez une lame aiguisée, et au lieu d'un haussement d'épaule, un haussement panache, un haussement généreux, verse sot, pour vous. Vous vous fendez d'une balade. Vous tuez. Ça vous dérange que je le dise, mais vous tuez. Ce n'est pas une touche d'enfant, une bonne touche. Ce n'est pas une maladresse. Ce n'est pas un benet qui s'empale sur votre lame. Vous êtes tous les deux de fines lames. Et vous le touchez plusieurs fois, comme dans une drôle de corrida. Un petit coup par-ci, Valvert. Et encore un par-là, Valvert. Les coquilles teintent, ding-dong, dites-vous, avec la lame de votre épée. Décidément, c'est au pedon, dans quelques instants, qu'à la fin de l'envoi, car j'aurais bien joué avec vous, je touche. À mort. Vous le terrorisez et vous fédérez les autres dans cette pseudo-drôlerie cruelle.
Vous êtes impitoyable, vous maintenez le suspense de la vie. Tu vas voir, Valvert, tu vas compter tes dernières minutes. Mais vous ne le dites pas avec cruauté, vous le dites avec malice. À la fin de l'envoi, Valvert, je t'envoie de patresse. Regarde comme je vais bien te tuer. Je le fais, comme on met à genoux un condamné à mort, on lui bande les yeux et on tire avec un coup de revolver à ses oreilles avant de le tuer définitivement. Vous avez aggravé son effroi par une mise en scène. Voilà. Je pourrais m'arrêter là. Et je le ferai presque. J'en ai terminé de votre nez. Vous dites, selon vos propres termes, qu'il a détruit l'harmonie, ce traître. Donc, vous avouez également que vous détruisez l'harmonie. Christian est conduit au suicide par un fourbe bourreau qui, afin de l'aider, vous savez peut-être, ou vous l'apprendrez, ce que disait Peggy, il y a pire que celui qui commet le meurtre, il y a celui qui pousse au meurtre. Roxane, détruite, fort bien plaidé, inutile d'en rajouter. Vous êtes un parasite méthodique de leur vie détruite à petites touches. Avec la plus absolue déloyauté et en faisant défaut, vous avez poussé l'un au suicide, l'autre à l'enfermement, par simple crainte de ne pas être assez aimé. Votre fantasme d'absolu, votre pseudo-amour absolu et virtuel, cette recherche, cette quête de beauté, vous transformera en criminel absolu. Alors, vous lirez dans les procès-verbaux pendant votre délibéré, vous lirez que non seulement on ait bien la certitude que M. de Bergerac a voulu et a porté le coup fatal à Valvert, d'une part parce qu'il a dit « Prince » à Valvert, c'est un prince, demande à Dieu pardon. Ça veut dire qu'il lui dit « Fais tes prières ». Je carte 10 pieds, j'escarmouche. Il explique ce qu'il fait pour le tuer. Il l'humilie jusqu'au dernier moment. Décidément, c'est au pedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Et là, il est écrit, il se fend, il se fend. Ça n'est pas pour toucher délicatement, c'est pour porter le coup fatal. Et il est écrit dans le procès-verbal, ses amis, Valvert Chancel et ses amis, le portent et donc touché à mort. Vous avez mis en danger des vies jusque pendant la guerre en violant les règles militaires et tout ceci sous couvert de perfection et de panache. Arrivons au panache, personne ne sera dupe. Ce panache, c'est celui qui veut estomper la vérité. C'est celui qui veut flouter. Souvenez-vous de ce qu'est l'héroïsme véritable, celui qui jamais ne se pavane, celui qui épaule, celui qui ne trompe pas, celui qui résiste, qui se dépasse dans l'ombre et sans public. Combien de soldats inconnus, de valeureux discrets, de sauveteurs sans tromperie. Mais non, M. de Bergerac, lui, il tue en fanfare. Il veut résonner dans tous les cœurs, malgré une laideur qu'il n'y a que lui qui voit. C'est pourquoi, en termes de panache, je voudrais bien savoir si c'est ce champignon blanc au-dessus d'Hiroshima qui a mis un terme au combat. Ah oui, sacré panache, quelle mousse! C'était visible, effectivement. Mais n'était-ce pas disproportionné? Je pense à ces fumées blanches de New York et je rebondis sur le triste exemple de Charlie, sur la sidération, sur la démesure d'un manipulateur de souffrance et de médias. Il a, lui, comme vous, ses défenseurs, ses fanatiques, ces robots qui le suivent hors de nos lois. Sachons, rappelons-nous simplement que la seule échelle de l'ogre, la seule échelle de la disproportion, c'est la loi. Sinon, on tombe dans l'hybris. Comme les Grecs antiques le disaient, l'hybris, tant redouté, c'est la démesure, la fin de la démocratie. Vous êtes fiers d'assumer votre démesure, complaisant prosélyte, assumez jusqu'au bout. Vous direz, mesdames, messieurs, monsieur le président, mesdames, si monsieur de Bergerac a respecté la loi du duel, la loi de la vie, ou s'il faut interdire, battre, museler les artistes, faire vibrer l'intolérance sous prétexte
de faux sentiments. Quelle histoire auriez-vous écrite avec d'autres armes ou une autre technologie? Croyez-vous toujours qu'il faille être dans cette démesure pour susciter la popularité? Force doit rester à la loi. Votre comportement sous d'habiles paroles est frontalement asocial. J'ai le devoir de vous dire, comme vous le dites, sans panache, mais avec mépris en fait, non merci. L'heure est grave. Ce n'est pas un faux procès. Ce n'est pas les 100 ans d'Edmond Rostand ou les 150 ans de sa naissance. C'est un vrai débat. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous êtes un jury populaire. Vous êtes une conscience collective. Vous allez devoir juger, participer au jugement et le faire d'une main ferme. Une main ferme pour une condamnation ferme. Monsieur le Président, Mesdames, je requiers solennellement 30 ans de réclusion criminelle et comme M. de Bergerac prétend n'être plusieurs fois. Il n'y a que lui en cela. Je demande qu'elle soit sortie d'une peine de sûreté. Madame l'avocat général, merci. La parole est aux avocats de la défense. Tout d'abord, maître Anthony Zamatian. Nous vous écoutons. Des siècles d'instruction, d'innombrables reconstitutions, un dossier traduit en toutes les langues, un procès délocalisé au sein d'une cour spécialement composée, et assis là, sur le banc des accusés, probablement l'un des plus grands poètes et philosophes français. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, n'ayons pas peur des mots. Ce procès est assurément l'un des plus déconcertants que notre démocratie n'ait eu à connaître. Et votre tâche, elle, aussi complexe que la personnalité de l'accusé. On vous demande aujourd'hui de juger Cyrano de Bergerac. Et même si je dois le dire, je n'attendais rien d'un avocat général, si inexpérimenté et fantasque. Vous pouvez vous courber. Je reste toutefois troublé, pour ne pas dire scandalisé, par une telle malhonnêteté intellectuelle. Mais comme on le dit si bien de l'autre côté de la barre, comment apprécier, lorsqu'on est avocat de la défense comme moi, un ministère public compétent si nous n'avons pas connu un jour telle mascarade? Parmi les infractions grotesques dont Cyrano de Bergerac a à répondre, l'injure. L'injure pour avoir critiqué envers, mesdames et messieurs, envers, preuve d'une grande vivacité d'esprit, envers et contre tous, preuve de courage, un artiste, un œuvre, un interprète. Mais n'est-ce pas cela le propre de l'artiste? N'est-ce pas à cela que l'artiste s'expose? Molière lui-même avait qualifié Montfleury de gros et gras dans son œuvre L'Impromptu de Versailles. Fut-il blâmé? J'entends aujourd'hui son avocat en faire de même. Ce qui est permis aux autres ne le serait donc pas à celui-ci qui, comble du paradoxe, a dû faire face toute sa vie durant aux critiques, aux caricatures, à la moquerie. S'agissant de Balthazar Barreau, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai lu
Chlorise, avec attention. Un passage a dû échapper au collectif de défense de Barreau, qui s'est constitué partie civile et croit tout connaître de cet auteur. Le préambule. Dans son préambule, mesdames et messieurs, Barreau indique accepter les critiques des lecteurs et les supplie seulement d'accorder estime et faveur au cardinal de Richelieu. Soyez donc rassurés. Au moins une partie des vœux de Barreau a été exaucée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, les propos tenus par Cyrano de Bergerac ne caractérisent en rien une infraction. Comprenez bien, ces propos ne sont rien d'autre qu'une manifestation suprême de notre liberté la plus chère, la liberté d'expression. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une critique satirique. Satirique en partie, artistique, mais aucunement injurieuse. Et pour répondre à la partie civile, Cyrano n'a pas critiqué sans savoir. Il l'avait lu, Barreau. Il avait vu jouer Montfleury. La meilleure réponse de Montfleury, justement, n'aurait pas été de jouer et affronter ses peurs, jouer en réponse à l'injure, jouer pour faire taire la critique, jouer jusqu'à décrédibiliser Cyrano. Et je souhaite rebondir sur ce qu'a dit mon confrère, sur ce groupe de rock qui a été meurtri au Bataclan. Ceux-ci ont continué de jouer. Ceux-ci ont joué plus fort encore. Je m'arrêterai là dans ces comparaisons maladroites faites par l'accusation, faites par la partie civile, avec les actes terroristes qui ont frappé notre civilisation ces dernières années. Permettez-moi de dire que cela est tout simplement abject. Dans un procès comme celui-ci, voyez-vous, j'estime qu'il est indispensable de savoir raison garder et de peser ses mots. Et je ne pouvais rester silencieux face à de telles sottises. La vérité est que Montfleury a préféré fuir, car peut-être avait-il conscience que cette critique était justifiée. À en croire certaines réactions dans l'auditoire, l'intervention de Cyrano de Bergerac était davantage attendue que celle de Montfleury, si bien que personne dans l'assistance ne l'a fait évacuer. C'était pourtant si simple, si tous se sentaient menacés, comme le dit l'accusation. Ils étaient combien? 200? 300? Il était seul? C'était vraiment impossible de le faire évacuer? Si nous allons plus loin, nous pourrions même penser qu'une partie des spectateurs était venue voir jouer Cyrano de Bergerac ce soir-là dans sa pièce la plus folle, la plus personnelle, le panache. Et ce panache, aujourd'hui, Madame l'avocat général, qui en a une définition quelque peu étonnante, veut le chasser de notre histoire d'un revers de main, oubliant toutefois que cette œuvre brûle en nous. Le panache, c'est être libre, courageux. Le panache, c'est une allure, plus qu'une apparence physique, une posture, un air d'héroïsme, un esprit vif avec un soupçon de légèreté. Le panache, c'est savoir dire merde sans être grossier. Le panache, c'est séduire sans oppresser. C'eût été pour Montfleury de jouer, pour prouver. Mesdames et messieurs, pouvez-vous imaginer ne serait-ce qu'un instant ce que la France aurait été sans cette magnifique et éblouissante source d'inspiration?
le panache, certains étrangers s'en sont fait les héritiers. 23 d'entre eux ont vu leur portrait placardé dans tout Paris sur une affiche rouge, ne réclamant ni gloire, ni larmes. Ils se sont élevés face à l'horreur pour un pays qui n'était pas la leur, pour la France. Le panache, c'est cette ancienne ministre de la République, rescapée des camps de l'horreur, qui, après ce combat terrible, a trouvé la force pour en mener d'autres, pour son pays, pour les femmes. Le panache, c'est ce poète récemment disparu et autrefois moqué, comme celui-ci, pour son physique, trop petit, trop laid, trop étranger, sans voix. Il a été honoré ce matin et restera à tout jamais en haut de l'affiche. Le panache, puisque l'on fait un peu de droit ici, le panache, c'est Paul Lombard, qui a osé défendre un homme destiné à la guillotine et braver le grondement populaire et les intimidations les plus vindicatives. Soyons clairs, je ne dis pas que le geste de Cyrano ce soir-là est du même acabit que tous les actes de bravoure que je viens de citer. Je laisse à l'accusation et aux parties civiles la manipulation et les amalgames. J'ai seulement la conviction que tous ont su trouver dans l'adversité, dans l'abomination, force de s'élever, car ils étaient descendants de Cyrano. Et ce qui a fait s'élever Cyrano ce soir-là, c'était l'amour. L'amour du théâtre, des lettres, des mots, l'amour d'une femme. Et ce dégoût, je dirais même, ce rejet d'avoir à subir une pièce aussi médiocre. Alors oui, n'en déplaise à Madame l'avocat général, Cyrano de Bergerac est un merveilleux ambassadeur de cet attribut, la référence en matière de panache, précisément parce que c'est ce soir-là que le panache est né. À travers ce procès, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, il vous est donné l'occasion de consacrer, de faire résonner, de faire rayonner ce panache à la française à l'heure du désenchantement. Condamner Cyrano de Bergerac pour injure serait une erreur, mais plus grave, cela constituerait un véritable déni de nos valeurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, c'est votre devoir, c'est une nécessité, acquitter Cyrano de Bergerac. La parole est à Maître Pierre Lebelair. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, l'enjeu de ce procès, quel est-il? Dans ce temple de l'objectivité, de la finesse du raisonnement juridique qu'est le tribunal de commerce de Marseille, l'enjeu de ce procès, quel est-il? Sachez-le, cet enjeu n'est ni le droit, ni le théâtre, ni même la justice. Car l'accusé qui se présente à vous aujourd'hui, philosophe, il fut physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. Cet homme qui se présente à la barre, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac, incarne tout à la fois, avec force, avec détermination et, si ce mot a un sens, avec le plus grand des panaches, comme l'a résumé parfaitement et brillamment mon confrère Zamantian.
Pas le panache d'un torero ridicule dans sa danse macabre et dans son habit de lumière. Pas le panache qui s'éleva jadis dans les cieux d'Hiroshima ou de Nagasaki, comme le suggère malicieusement le ministère public, ni le panache des poussières toxiques qui se sont répandues sur New York il y a 17 ans, mais le panache à l'état pur. Voilà l'enjeu de ce procès. Et pourtant, j'oserais dire malheureusement et tragiquement, Madame l'avocat général entend faire condamner cet homme de talent qui pourrait être son fils en empruntant à la multitude son goût pour les raisonnements simplistes. La Cour excuse l'absence momentanée de l'avocat général. J'ai malgré tout écouté attentivement ces réquisitions et j'en ai pris connaissance. Et je dois admettre que j'ai souvent connu Madame l'avocat général beaucoup moins empantouflée dans des convenances accusatoires et moins rétive à toute forme d'impétuosité ou de flamboyance qu'aujourd'hui. Et je m'étonne, oui je m'étonne, de ne pas retrouver dans ces réquisitoires sa rigueur légendaire, son goût du détail et surtout le talent qu'elle a habituellement pour analyser la réalité objective d'un dossier, en tirer la substantielle moelle. Car si elle était là, voici ce que je lui dirais, et nous l'excusons. Madame l'avocat général dépeint l'accusé en tueur froid, calculateur, et lui donne un mobile simple, imparable, la jalousie, l'envie. Linière a dit, De Guiche veut faire épouser Valvert à Roxane, mais elle en déduit que Cyrano se met en tête de tuer Valvert. Elle convoque des témoins, Ragueneau, Lebré, Cugy, des hommes qui donneraient leur vie pour Cyrano. Elle déforme leurs propos, triture la réalité du dossier pour la faire rentrer dans ces petites cases, dans des élucubrations ahurissantes, faire de l'accusé un homme violent, un danger public, un psychopathe, un serial killer. Madame l'avocat général le sait, tout le respect, toute l'admiration que je lui porte, mais là tout de même, vous devez admettre un manque de clairvoyance évident. Mesdames et messieurs les jurés, pensez-vous réellement, comme le ministère public, que le duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un Bélitre, débute précisément au moment où l'accusé tire son espadon et engage le combat contre Valvert? Mesdames et messieurs les jurés, la vérité la voilà. Ce n'est pas par envie, sûrement pas par jalousie que Cyrano est contraint au combat, non, mais par nécessité. Car souvenez-vous, plusieurs minutes auparavant, c'est bien Valvert qui s'est avancé vers lui pour lancer un trait à ce fanfaron qui importune tout le monde et lui clouer le bec. Or, que se passe-t-il alors? Après s'être avancé vers lui, Valvert a-t-il fait preuve de l'esprit, de l'audace, de l'éloquence requise pour engager avec Cyrano un combat rhétorique, un duel poétique? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est bien à cela que l'invite M. de Bergerac lorsqu'il disserte sur son nez, sur ses propres tares. Mais en réplique, Valvert parvient-il à clouer le bec à l'importun? Par le verbe? Par l'esprit? Bien sûr que non. Et vous le savez, et tout le drame est là dans ce dossier. Valvert est pathétique, consternant. Et l'élément dramatique de ce dossier, c'est bien l'infinie médiocrité de Valvert, qui ne parvient à aucun moment, ni par le verbe, ni par l'esprit, ni par la répartie, ni même par l'épée, à déstabiliser, à faire écho à l'éloquence, à la flamboyance, à l'intelligence
de l'accusé. Car lorsque Cyrano l'invite à la joute oratoire, Valvert répond par le mépris. Quand Cyrano manie l'ironie, Valvert choisit l'insulte et tire son sabre pour engager le combat. Le duel, c'est Valvert qui l'a voulu. L'accusé n'a rien fait d'autre que de tenter, un tant que faire se peut, d'y adjoindre une dose de classe, de panache, et faire écho à la médiocrité de son assassin. Mesdames et messieurs les jurés, le médiocre et le panache ne peuvent pas durablement cohabiter. Nécessairement, inéluctablement, l'un doit prendre le dessus sur l'autre pour l'affaiblir, pour le corrompre et au final l'éliminer. Alors oui, à la fin de l'envoi, il touche et il l'annonce. Car le duel de l'hôtel de Bourgogne n'est rien d'autre qu'une lutte à mort du panache contre nos vieux ennemis, le mensonge, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Et qu'importe qu'à la fin la mort de Valvert soit physique ou métaphysique, du moment qu'il disparaît, qu'il débarrasse le plancher. Montrez-moi la dépouille de Valvert et nous parlerons éventuellement de sa mort. Mais je ne vois rien dans le dossier qui me prouve que l'accusé l'a réellement et physiquement terrassé. Ce que je vois en revanche dans le dossier, ce qui en ressort manifestement, c'est l'insignifiance de ce petit personnage, au point que même l'expert, M. Rostand, ne parvient pas à dire dans son magistral rapport si à la fin il est mort ou vivant. Et de toutes les reconstitutions organisées lors de l'instruction du dossier sur toutes les scènes de la planète, il ne ressort aucune certitude sur la mort de Valvert. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, la Cour le sait, on ne condamne personne dans le doute. Vous acquitterez donc l'accusé de ces deux chefs d'accusation. Par crainte d'être plus long, je voudrais dire deux mots simplement sur le siège d'Arras et sur la prétendue trahison de Cyrano. Et l'accusation est grave, et on ose poser sur le nom de mon client l'épithète de traître. Je me dois de répliquer, c'est une question d'honneur. Je vous dirai donc ceci, mesdames et messieurs des jurés. Posez-vous la seule question qui vaille dans ce dossier. Ni quand, ni où, ni comment, ni quoi, ni pourquoi. Demandez-vous simplement qui. Qui a permis aux troupes françaises de remporter la bataille? Qui, en franchissant quotidiennement les lignes espagnoles, a permis de saper le moral de l'ennemi? Qui a permis de faire parvenir à des troupes fourbues et démotivées du bon vin et des vivres? Qui, enfin, a mis au jour la lâcheté de ceux qui s'enfuient face au feu ennemi et abandonnent leur écharpe de commandement sur le champ de bataille? Ceux qui, par esprit de vengeance, sacrifient un régiment tout entier. Demandez-vous alors qui est le traître et qui est le héros dans cette affaire. Car oui, mesdames et messieurs du jury, l'accusé est bouffi d'orgueil. Il est souvent exaspérant. Mais il possède tant d'aspérité et de blessures mal refermées qui en font un être complexe, rude, maladroit. Oui, un criminel. Naturellement non. Madame l'avocat général a dit que vous devriez être un modèle, monsieur de Bergerac. Mais c'est exactement ce que vous êtes, cher Cyrano. Un héros. Un héros pour tous ceux qui ont des nez trop gros pour aimer, des ailes trop larges pour marcher,
pour la piétaille, pour la marmaille et les êtres mal nés. Mesdames et messieurs les jurés, peuple de Marseille, peuple français au nom duquel justice est rendue, vous ne condamnerez pas l'accusé et vous le savez déjà. Vous ne le condamnerez pas parce que jamais un héros ne vous a à ce point ressemblé, ou n'a à ce point ressemblé en tout cas à l'image que vous vous faites de vous-même. Fort en gueule, fier à bras, mais complexé et fragile, colosse aux pieds d'argile, l'accusé est le héros français par excellence. Susceptible, bagarreur, il est le coq qui se prend pour un aigle et qui toise les lions juchés sur ses ergots, sans crainte du coup de griffe, du coup de bec, du qu'en dira-t-on. Il provoque, il importune, et ses cocoricots exaspèrent à des kilomètres à la ronde, mais il sait conjuguer le grotesque au sublime. Ce héros, mesdames et messieurs les jurés, c'est le nôtre. Il nous ressemble et nous voudrions tous avoir sa verve, sa fougue, son talent. Nous voudrions tous, quand bon nous semble, chanter, rêver, rire, être libre, être seul, et quitte à ne pas monter bien haut, le faire tout seul. Nous le voudrions tous, mesdames et messieurs les jurés, mais nous ne le faisons pas. Et nous nous complaisons tous dans nos petites concessions quotidiennes, dans nos petites compromissions avec le réel, au détriment de l'imaginaire, du rêve, du fantasque. Et nous nous vautrons à corps perdu dans le fade, le banal, le tiède. Car à la vérité, il nous manque à tous ce quelque chose que l'accusé a, mais que nous n'avons pas. Et c'est aussi pour cela que vous ne le condamnerez pas. Vous ne le condamnerez pas, mesdames et messieurs les jurés, parce qu'on ne condamne pas les âmes libres. Vous ne le condamnerez pas parce qu'on ne condamne pas le panache, on le porte en triomphe. Je vous remercie. Merci maître. Avant de passer aux délibérations, nous écoutons le troisième défenseur de M. Cyrano de Bergerac, maître Laurence Kashnilov-Farah. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, vendredi après-midi, heure de la sieste, plus d'une heure de débat. Je pense qu'ici, il va être un petit peu difficile de vous réveiller, mais je crois qu'ici, afin de pouvoir clore ces débats passionnants, il est peut-être temps de revenir à l'essentiel. Alors le voici donc, ce Méphistophélès des cadets de Gascogne, ce monstre, au sens propre comme au figuré, marionnettiste infernal, qui aurait abusé de Roxane et Christian afin de satisfaire ses pulsions les plus inavouables. Alors le voici donc, ce dépravé, ce Weinstein empanaché. Faux, usage de faux, incitation au suicide, manipulation mentale. Certes, nous n'en sommes pas encore aux parties fines de Dodo la Saumure au Carlton, mais la colère sourde des MeToo, hashtag balance ton porc, résonne au travers de ces accusations gravissimes. Faux et usage de faux. Enfin, qu'y aurait-il de plus vrai, de plus sincère et de plus bouleversant que l'amour exprimé par Cyrano dans ses lettres, où lorsque, tapi dans l'ombre, il se fait passer pour son alter ego. N'est-ce pas au contraire à ces occasions que la bête dévoilerait à la belle le tréfonds de son âme, son plus intime vérité? Je vous aime, j'étouffe,
Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. Finalement, ce n'est pas un hasard si ce silence de 14 années est rompu par une lettre qu'il fait semblant de lire la nuit tombée. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure. Finalement, la tragédie de l'accusé, c'est de n'avoir jamais pu exprimer son véritable amour autrement que par cette imposture. Alors, pervers certainement pas, torturé assurément. Christian, manipulé, incité au suicide, mais quel intérêt aurait l'accusé à voir mourir sa voix, à voir mourir l'interprète de son âme? C'est une partie de lui-même que celui qui n'est ombre pleure à Arras avec Roxane. Alors que son double agonise, alors que Roxane vient de déclarer qu'elle aimerait Christian, même laid, même difforme. Que dit-il? Que fait-il? C'est par ce terrible mensonge que l'accusé sacrifie son bonheur et scelle son sort. J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. S'agit-il là des propos d'un lâche, d'un pervers, d'un menteur, d'un manipulateur? Et enfin, en ce qui concerne l'accusation de manipulation mentale, permettez-moi de vous rappeler que pour qu'il y ait fraude, encore eût-il fallu que l'accusé tire de son stratagème un quelconque avantage, matériel ou moral. Roxane, elle, aurait-elle pu connaître un tel amour au bras de Valvert? N'aurait-elle pas claqué la porte au nez de Christian si ce dernier n'avait pas eu l'aide de Cyrano pour lui conter fleurette sous le balcon? Cruauté, dites-vous. Mais la principale victime de ce triangle amoureux ne serait-il pas justement celui qui est condamné à la vie d'être celui qui souffle et celui qu'on oublie? Peut-on dès lors décemment lui reprocher d'avouer, alors que la faucheuse approche, que Roxane fut son seul et unique amour, qu'au moins une robe a passé dans sa vie? Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je pose la même question que la partie civile. Comment ne pas condamner Cyrano? Et pourtant, envers et contre tous, envers et contre tout, ne condamnez pas Cyrano, ne condamnez pas cet amour. Non pas parce qu'il vous ressemble, mais justement parce qu'il ne vous ressemble pas. Je ne vais pas vous tenter de vous convaincre de l'aimer. Est-ce nécessaire? Cyrano est hors norme. Son insolence nous irrite, son apparence nous dérange, mais son amour sincère et sa tragique existence ne peuvent que nous toucher. Imaginons un instant Cyrano, de nos jours, cherchant l'amour et un sens à sa vie, le nez collé sur l'écran de son smartphone. Dans ce monde aseptisé, où l'amour se vit et se consomme en mode virtuel, on follow, on swipe, on match, on discute. Peut-on réellement soutenir que les marketplaces Tinder ou adopteunmec.com lui auraient permis d'être jugé, d'être découvert au-delà de sa simple apparence physique? Dans cette société régie par la tyrannie de l'image, cette vie
rythmé par les selfies et les Insta-likes? Quelles sont les chances de Quasimodo de trouver sa place, de trouver l'âme sœur et un amour à la hauteur de ses attentes? Accordez-lui une seconde chance, vous dit-on d'un air magnanime. Elle était où, cette première chance? Est-ce toujours une chance, même de nos jours, d'être né laid, d'être né différent, loin des canons esthétiques qui nous rassurent et qui nous aveuglent? Nous vivons une époque formidable. Big data, intelligence artificielle, l'époque où des algorithmes sophistiqués nous permettent d'identifier et de prévoir l'être qui nous correspondrait en fonction de lois mathématiques gravées dans les reins. Nous vivons une époque formidable, celle où il faut rentrer dans un moule, pouvoir être classé, normé, mesuré, calculé. Le code, vous connaissez? 0, 1, 0, 1. Cyrano, Charlie. Criminel, liberté. Meilleur, pire, tu gagnes ou tu perds. Ne serait-il pas temps de sortir de cette logique binaire qui ne laisse pas de place à la nuance, qui ne laisse pas de place à l'émotion? Car dans cette logique, où peut-on retrouver les romantiques, les atypiques, les Cyrano contemporains, ces sublimes anomalies dont la beauté singulière ne saurait se dévoiler au gré des pixels et des normes arithmétiques? Mesdames, Messieurs, les membres des jurés, à l'époque où l'on parle de justice protective, peut-être que dans 10 ans, je plaiderai devant un rang d'écran. Et en cela, je rejoins l'accusation. Je pense que les ordinateurs, eux, en matière de verdict, n'auront pas beaucoup de réflexion à accorder pour prendre leurs décisions. J'ai envie de vous dire, on vous demande si l'on vous prend pour des idiots. C'est tout à fait le cas. Soyez fous, soyez idiots, soyez humains. Après tout, la seule infraction dont celui qui fut tout et qui ne fut rien puisse être déclaré coupable, c'est d'avoir aimé, aimé plus que de raison. C'est d'avoir aimé à la folie, sans jamais rien attendre en retour. De n'avoir aimé qu'une seule femme toute sa vie. Et de s'être battu sans espoir de succès, parce que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Merci, maître. Ainsi, mesdames et messieurs, que je l'ai rappelé en début d'audience, par dérogation exceptionnelle de la chancellerie, notre cour a été autorisé à remplacer le jury, composé habituellement de 6 personnes, par l'ensemble de l'assistance ici présente, donc vous-même. Après avoir écouté le rappel des faits, les parties civiles, l'avocat général et les avocats de la défense, chacun de vous est maintenant appelé à répondre aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous devez rendre votre verdict sans haine ni méchanceté, d'écouter que votre conscience et votre intime conviction. Pour répondre coupable, vous lèverez la fiche rouge qui vous a été remise. Pour répondre acquitté, vous lèverez la fiche verte. Le décompte sera effectué par maître René Bacino, huissier de justice ici présent et que je remercie. La question numéro 1. Monsieur de Bergerac s'est-il rendu coupable d'avoir enfreint l'édit du cardinal de Richelieu du 16 juin 1626 en se battant en duel contre monsieur de Valvert? Monsieur de Bergerac est-il coupable de s'être rendu, d'avoir enfreint l'édit du cardinal de Richelieu? Vous votez s'il est coupable avec le coupon rouge, s'il est innocent avec le coupon vert.
Je vous remercie, un président n'a pas à faire de commentaires, mais l'édit de 1626, ce duel a eu lieu en 1640, indiscutablement. Il y avait violation d'un édit de M. de Richelieu. M. de Bergerac, c'est la question numéro 2. M. de Bergerac s'est-il rendu coupable d'un homicide volontaire sur la personne de M. de Valvert, crime prévu et réprimé aux articles 221.1 et suivants du Code pénal? M. de Bergerac est-il coupable de ce crime? Monsieur de Bergerac s'est-il rendu coupable d'avoir injurié publiquement messieurs Balthazar Barrault et Zacharie Jacob dit Montfleury, ce qui relève de l'article 29 de la loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse? Monsieur de Bergerac s'est-il rendu coupable d'atteinte à la réputation du comte de Guiche, fait relevant de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881? Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, le jury pense à l'acquittement. Monsieur de Bergerac s'est-il rendu coupable au siège d'Arras d'intelligence avec l'ennemi? Je rappelle qu'il s'agit d'un crime prévu et réprimé par les articles 411.4 et suivants du Code pénal. L'acquittement s'impose, dit le jury, Monsieur le Président. La question 6. Monsieur de Bergerac s'est-il rendu coupable du délit de faux en écriture relevant de l'article 441 du Code pénal? Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, il est acquitté. La justice populaire laisse réfléchir et laisse penseur. Monsieur de Bergerac s'est-il rendu coupable d'incitation au suicide sur la personne de Monsieur Christian de Neuvillette, infraction prévue et réprimée par l'article 223.13 du Code pénal? Il n'en est rien, Monsieur le Président. Le jury décide de l'acquittement. Dernière question. Monsieur de Bergerac s'est-il rendu coupable de manipulation mentale sur la personne de Madeleine Robin, dite Roxane, ce qui relève de l'article 223.15.2 du Code pénal? Eh bien, Monsieur le Président, le jury semble partagé, mais une faible majorité semble aller en faveur de l'acquittement. donc, Monsieur de Bergerac, vous n'êtes coupable que d'avoir enfreint l'édit du cardinal de Richelieu. Est-ce que pour la dernière fois, Monsieur de Bergerac, quoique je reprendrai la parole cependant après, avez-vous quelque chose à déclarer? Votre monsieur, me fatigue l'oreille. Personne n'a usé d'appellation pareille quand on s'adresse à moi. On parle à Cyrano. Si Bergerac est noble, Cyrano est héros sur les champs de bataille et non dans les prétoires, où l'on parle beaucoup sans récolter de gloire. Innocent ou coupable, quelle que soit la sentence, dois-je vous dire ici que mon cœur s'en balance? Cœur pur et noble sang sont les seuls à chanter en toute connaissance où est la vérité. La mienne, cher monsieur, s'écrit en 3 syllabes qui pour vous sont du grec, du chinois, de l'arabe. Ma vérité, à moi, se nomme liberté. Et personne ici-bas ne pourra me l'ôter, quels que soient vos avis. Je resterai vivant. Ne le suis-je déjà depuis plus de 100 ans, sur bien d'autres théâtres que votre pâle cour? Je vis dans un nid d'aigle, et vous en basse cour.
Tous vos livres de droit, vos traités politiques ne vous enseigneront jamais dans la pratique ce panache volant bien au-dessus des lois. Le panache est refus de ne penser qu'à soi. Le panache, monsieur, c'est l'aile de l'oiseau, c'est le souffle du vent qui atteint le Très-Haut, c'est le rire d'enfant qui se rit du danger. C'est la main d'un mendiant qui se tend pour manger, mais qui pour rien au monde oserait s'abaisser. C'est l'humour du guerrier mortellement blessé, le suprême panache qui côtoie le tragique, l'invite galamment à danser en musique. Le panache est à l'âme ce qu'est à mon visage la grandeur de mon nez qui transcende les âges. Eh bien, ce panache, la Cour vous recommande de le garder, monsieur de Bergerac, car après délibération, la Cour vous condamne à rester vous-même. Tel que le public vous connaît depuis le 27 décembre 1897. Continuez, monsieur de Bergerac, à nous faire rire et à nous émouvoir et à rester sans répit ni repos le héros de la pièce de théâtre français la plus jouée dans le monde. À faire de nous, comme le recommandait Edmond Rostand, des petits Cyrano, à condition toutefois que ces petits Cyrano ne fassent pas pleurer Roxane. Enfin, monsieur de Bergerac, continuez à porter haut l'esprit français. Vous voulez rajouter quelque chose? Bertuchou, j'ai voulu être admirable en tout. C'est cela mon panache, envers et contre tout. Ce panache, monsieur, malgré vous, je l'emporte. L'audience est levée. Je viens avec vous cette fois-ci. Mesdames et messieurs, ça fait 2 heures que je me retiens de sourire. Pour être un président aussi sévère que possible, ça fait du bien de retrouver sa vraie nature. Mesdames et messieurs, cet événement est le 7e événement que vous avez proposé cette année, le festival Edmond Rostand, que j'ai le plaisir de présider. Je voudrais saluer ici la présence de la présidente Daouedal, du bâtonnier Binglé, du président Léger, également du président Bruno Nivière et son directeur, qui nous a très aimablement accueillis ici dans son tribunal. Soyez-en remerciés, président Nivière. Je voudrais naturellement citer notre huissier, maître René Bassineau. Mes assesseurs, madame Julie Guay, magistrat honoraire, madame Anne-Claude Carta. Expert judiciaire et présidente du comité d'intérêt du quartier Rostand, ce qui me permet au passage de saluer les partenaires du festival qui ont été embarqués dans cette aventure par Anne-Claude Carta, et je voudrais notamment citer Alain Storione et Françoise Storione Rostand pour leur aide. Sans vous, ce festival n'aurait pu se tenir. Pour ce procès, nous avions un organisateur en chef, c'est Sébastien Marsin. Nous avions aussi de la maison de l'avocat Isabelle Zalachas. Les textes de Savinien Cyrano étaient de Jean-Noël Beverini et de Jean-Claude Martin. Jean-Noël, vous êtes là, merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des arts, des sciences et des lettres de Marseille. Et puis nos avocats, nos parties civiles, la défense, maître David Layani, maître Marie Duhaut, maître Caroline Kazinchi, monsieur Anthony Zamatian, maître Pierre Lebelair et maître Laurence Kachimov. Bravo! Nous avions, vous l'avez remarqué, un avocat général un peu particulier, un des avocats remarqué qu'elle débutait un peu dans cette fonction. Maître Geneviève Maillet, merci. Édouard, viens devant, Édouard de Cetto, notre Cyrano, et s'il te plaît, salue la salle. Les deux prochains événements du festival seront mardi soir à l'Alcazar, une conférence sur Cyrano de Bergerac à 17h, et au cours du mois de décembre, il y aura également une exposition à l'Alcazar. Et puis le 30 novembre, ce sera la clôture du festival avec un événement plus que sympathique, puisque le square qui est tout en haut de la rue Edmond-Rostand, où est né Edmond, et qui n'avait pas de nom, sera baptisé par monsieur le maire, le square Edmond-Rostand, et nous aurons là une cérémonie tout à fait jolie avec des comédiens pour nous dire là aussi des tirades de ce cher Edmond Rostand. Merci mesdames et messieurs. Un petit. Quant au public, il a le droit à être acquitté.